Et bonsoir. Hop, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Écoutez, enfin en tout cas, une excellente semaine jusqu'à aujourd'hui, parce que bon, je sais pas si on peut dire que le week-end a commencé, mais presque. Et bien, on se retrouve aujourd'hui pour un petit live, tranquille, un petit live, lecture, scientifique, où on va se retrouver du coup sur, le thème de la justice climatique. Heu, donc voilà, ça va être sympatoche, je pense. Ça va être assez enfin pas assez court, mais un peu quand même. C'est pas, il y a pas d'expérience ni quoi que ce soit, c'est juste une petite revue de littérature, donc ça va être assez cool. Mais juste avant, il faut, enfin en fait je suis tombé tout à l'heure sur un truc, en train de enfin pendant que je mangeais. Hem, je sais pas si vous connaissez, les fameuses idées larges, attendez tac, hop, les idées larges sur, Arte, qui est une émission, présentée par alors attendez, j'ai plus le présentée par Laura Reim, je sais pas si je prononce, bien. Hem du coup, il y a ça 2 3 jours, mais qui est sorti hier sur, la chaîne YouTube d'Arte. Les pilotes des «Et si on arrêtait de prendre les gens pour des cons?» et à la base, je m'étais dit genre, bon, ça va être un peu enfin pas mélanger, psycho ou politique ou quoi et en fait, c'est que de la philo et de la politique, mais c'est, assez intéressant et j'ai bien aimé, l'idée, enfin en tout cas, j'ai bien aimé le petit docu, ça dure 20 minutes, si jamais ça vous intéresse, il est dispo, sur la chaîne YouTube, d'Arte également, il est sorti, hier et voilà, donc si jamais ça vous intéresse, d'aller jeter un coup d'œil et tout, ça parle un peu ouh non, je voulais pas, hop, je vais pas te lancer. Est-ce que je peux? Non. Ça parle un peu de démocratie, ce genre de truc et c'est assez intéressant je trouve, hem, sur le fait de se dire: «Non mais on a besoin de pédagogie pour expliquer aux gens parce qu'ils sont trop cons» ou voilà quoi, pour vraiment un peu, simplifier l'idée et hem et du coup, bah, voilà quoi. Attendez, j'ai un problème sur mon retour. J'ai un problème au niveau de mon chat, je crois. Je pense que ça ira mieux là. Et voilà quoi. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est assez intéressant donc Jacques Rancière qui est philosophe, hem et voilà quoi. Ils avaient fait un truc, ouais voilà, avec Albert Moukaiber, pareil je sais jamais comment le prononcer. Qui est assez intéressant sur, en fait, la manière dont on a aujourd'hui un peu de tout expliquer via la neuro, c'est assez intéressant je trouve, sa présentation donc voilà. Je conseille de ouf, et puis voilà. Mais nous on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour lire ce petit truc ici, enfin ce petit, alors oui, le PDF fait 28 pages, mais en réalité, l'article il fait une petite dizaine de pages. Hem, alors je sais, il y a un petit truc au milieu, j'ai eu la flemme de trouver l'article publié, mais c'est un pré-proof, donc en gros, c'est la version acceptée, mais qui a juste pas été éditée pour, la version publiée. C'est juste que c'est la première version que j'ai trouvée. Hem, en accessible et j'ai eu la flemme de parce qu'en fait, j'ai plus mes depuis la rentrée, enfin depuis le début d'année, j'ai plus mes comptes à la bibliothèque universitaire de Grenoble, alors que j'ai quand même accès encore à mon compte via, mon compte étudiant à Zoom, alors que, ça fait, 2 ça enfin ça devrait faire maintenant, 2 ans que, mon compte aurait dû être supprimé, mais bon, je profite toujours. Et mais du coup, ouais, j'ai plus accès à la bibliothèque universitaire de Grenoble et du coup, bah, c'est un peu galère sur cet ordi-là à avoir
avoir le papier, j'ai eu la flemme d'essayer vraiment de chercher donc voilà. Le pré-proof ira très bien. Du coup alors attendez, tac. Il faut également que j'ouvre, enfin que je mette ça ah ouais, du coup je l'ai pas modifié ça, tac. Alors oui, c'est les fameuses notes, hop, sur l'article. Alors du coup, hop, faut que je les enlève, tac. Enfin pas que je les enlève, mais faut juste que hop là, voilà. Tac. Ah oui, alors je crois que la semaine dernière j'avais dit que je changeais un peu, la scène et finalement je l'ai pas fait. Bon, pas très grave. Hem, du coup, le l'article d'aujourd'hui, c'est un article sur l'éthique, la moralité et la psychologie de la justice climatique, qui a été écrit par, Adam Pearson, Corinne Tsay et Susan Clayton, qui sont, 3 chercheurs et chercheuses en psychologie, que ça soit aux US ou en Angleterre du coup, en fait, ce qu'ils nous proposent dans cet article, c'est de passer un peu en revue, donc un peu de résumé, si vous voulez, le domaine justement de la psychologie de la justice climatique et les aspects d'éthique et de moralité et je me suis dit que ça serait assez intéressant donc voilà. Donc c'est assez, l'article il est assez court, hein. Ouais, voilà, il y a 12 pages, même pas d'article, donc ça va être assez court comme live, même pas une petite dizaine de pages, donc voilà. Et du coup, vu que c'est une revue de littérature, heu et bien, c'est un article où il y aura pas d'expérience. Donc c'est juste les chercheurs qui nous disent, quel est l'état de l'art, si vous voulez, quelles sont les connaissances que l'on a actuellement sur, eh bien, les notions, on va dire, de moralité, de psychologie de la justice climatique, ce genre de trucs. Hem Également, alors je crois il date de 2021, donc c'est assez récent. Il a été publié dans, Current Opinion in Psychology, généralement les Current Opinion in, nommer une discipline derrière. C'est des articles qui essayent un peu de résumer les connaissances actuelles sur un sujet spécifique, une thématique spécifique du coup, c'est assez intéressant en fait, c'est le genre d'article qui est très bien si on veut découvrir un peu un sujet, parce que, bah, il les résume quoi, littéralement. Donc voilà. Donc bah, on va commencer, tout de suite, n'est-ce pas? Alors du coup, moi comme d'hab, hein, je n'ai lu que, l'abstract, enfin, j'ai un peu zioté les titres des parties, mais j'ai globalement lu que l'abstract et donc on découvrira le reste, ensemble. Donc le changement climatique, il est, de plus en plus compris comme étant une problématique de justice sociale par des académiciens, enfin ou des chercheurs, par les décideurs politiques et par le public. Cependant, la nature de ces perceptions et donc des perceptions de justice sociale et leur implication pour la coopération et la prise de décision ont, seulement, eh bien, commencé à, recevoir de l'attention par les chercheurs que récemment. Du coup, eh bien, les chercheurs nous proposent de passer en revue justement ces, travaux empiriques qui, commencent à émerger et qui suggèrent que, eh bien, la moralité et que les perceptions de moralité et de justice peuvent servir à la fois comme étant un pont et une barrière pour la coopération, autour du changement climatique et ils mettent en évidence 2 aires critiques, de domaines critiques pour, le développement, futur. Alors le développement de la recherche, je pense, qui est d'identifier des processus psychologiques qui, promeuvent et limitent les, vulnérabilités, climatiques et qui améliore l'équité dans le design et dans l'implémentation des solutions climatiques. Et puis ensuite le dernier truc je crois c'est sur les,
Ouais, c'est des trucs juste pour dire que, on a besoin de nouveaux, enfin on oui, ça stimule un peu la recherche, ce genre de trucs, enfin bref. Hem, donc voilà. Alors du coup en 2019, donc enfin là du coup on commence directement l'article, hein. En 2019, un des plus puissants, ouais ouf, ouais puissants, ouragans en c'est marrant qu'ils mettent Atlantique. Parce que, alors si je me trompe pas, mais alors, bah, peut-être qu'en anglais c'est différent, mais, heu, en français du coup il y a 3 termes, climatiques, enfin météo, qui veulent, faire référence au même phénomène. C'est, les ouragans, les et attends, il y a 2 il y en a 2 autres. Ça commence bien, j'ai que le premier. Les typhons, et un troisième, je sais plus ce que c'est. Et en fait, si je me trompe pas, c'est, chaque terme correspond à une zone géographique et je crois que les ouragans, c'est pour la l'océan Atlantique, les typhons, c'est pour, hem, l'océan Indien, si je me trompe pas et du coup, il reste le Pacifique, mais je sais plus lequel c'est. Hem, mais du coup, alors du coup, peut-être qu'en anglais, il y a que, hurricanes. OK, bon bref. En 2019, du coup, un des ouragans, dans l'océan Atlantique les plus, forts a, eh bien, frappé les Bahamas, qui a dévasté des communautés tout le long, de, l'île-nation et particulièrement les, voisinages, pauvres qui ont été, peuplés par des migrants haïtiens et enfin oui, beaucoup en fait de ces migrants-là avaient, fui les, dégâts qui étaient survenus en 2010 suite au tremblement de terre, eh bien, justement à Haïti cette année-là. Hem, du coup, l'ouragan Dorian a, frappé 2 mois avant, 2 semaines pardon, avant les plus grandes, campagnes de protestation, de l'histoire, qui est du coup un mouvement, mené par les jeunes qui, eh bien, demandaient de l'action climatique, de la justice climatique et des possibilités, on va dire, de protection ou enfin oui, des enfin, en fait, de protéger et de préserver la planète pour les générations futures, quoi, voilà. Donc ça, du coup, c'était en 2019 et ah bah oui, bah, c'était, Youth for Climate, si je me trompe pas. Donc les protestations climatiques de 2019 se sont déroulées, à la suite des gilets jaunes en France, qui ont été une réponse sans précédent à la fameuse, taxe carbone pour, du coup, faire face aux émissions de, gaz à effet de serre qui ont déclenché, du coup, bah, le fameux mouvement, qu'on connaît bien des gilets jaunes. Et qui là est oui, et c'est là où c'est intéressant, c'est que là aussi il y a une notion de justice derrière, mais ici, de justice économique. Ces événements mettent en évidence, en tout cas, quelques-uns parmi les nombreux, challenges éthiques que le changement climatique pose, qui, eh bien, sont de plus en plus dans le, focus, dans le focus des, décideurs politiques et de l'engagement, du public. En effet, durant, enfin, bah, durant 2020 quoi, la moitié des Américains maintenant perçoivent le changement climatique comme étant une problématique morale, alors qu'en 2019 ils étaient que 38 et plus des 2 tiers des Américains indiquent que le changement climatique va impacter les personnes pauvres dans le monde, ça ils sont 67, les futures générations 73 et d'autres espèces, animales 73 également. Des, chiffres assez similaires ont été documentés dans d'autres pays avec là aussi des majorités en France, au Royaume-Uni, en Norvège et en Allemagne, qui voient le changement climatique comme étant une problématique morale qui est généralement un assez
un prédicteur qui est assez fort de, la, mitigation, enfin de attends quoi? Oui, du soutien pour les politiques publiques qui, limitent le changement climatique et qui s'adaptent au changement climatique, hem, en comparaison, en fait, des perceptions que, en fait, le changement climatique va avoir des effets négatifs sur leur, enfin, sur le pays, quoi. Donc en gros, ce qu'ils disent ici, c'est que, hem, quand on compare les raisons de pourquoi est-ce que les gens, hem les gens soutiennent des politiques publiques, qui, veulent faire face au changement climatique, c'est, plutôt parce que ces personnes-là considèrent le changement climatique comme étant une problématique morale, plutôt que, à cause des perceptions, des effets négatifs du changement climatique sur leur pays. Donc c'est assez, intéressant ça, d'ailleurs. Heu, enfin, j'aurais pensé un peu enfin pas l'inverse, mais, en tout cas à minima peut-être, au même niveau entre les 2. Mais c'est assez intéressant de voir qu'il y a un peu un aspect, enfin ouais, en fait je m'attendais pas à ce que l'aspect de moralité, soit, supérieur aux aspects de perception d'effets négatifs, donc c'est assez intéressant. Et ça veut aussi dire un truc d'ailleurs, c'est que, bah, du coup derrière, enfin, in fine du coup le changement climatique, c'est plus un problème moral plutôt qu'un problème de enfin, en tout cas, en termes de politique publique, c'est plus un effet de problématique morale plutôt que d'effets négatifs, de prévention ou ce genre de trucs, quoi. Des, scientifiques, sociaux, des alors humanistes, ouais, des humanistes, ouais, parce que du coup, ouais, des humanistes et des philosophes ont identifié une variété de dimensions éthiques du changement climatique, ainsi que plusieurs, caractéristiques uniques du problème qui pourraient eh bien, empêcher ou limiter notre capacité à répondre de manière éthique et coopérative. Donc Gardiner, qui est un chercheur du coup, a par exemple caractérisé les dilemmes enfin le dilemme éthique du changement climatique hem, comme étant un dilemme qui était influencé par la dispersion des causes et des effets, par la fragmentation et la diffusion de la responsabilité et par l'inadéquation des institutions existantes et le manque de systèmes efficaces, en fait, enfin de oui, le manque d'un système de gouvernance globale qui soit efficace. OK. Et donc, tous ensemble, ces éléments-là créent un peu une sorte de, tempête morale parfaite qui, alimente l'incertitude et du coup, bah, empêche attends, je vais vérifier, mais impede, c'est bien empêche ou limite? Ouais, c'est ça. Qui du coup limite l'action climatique. Et donc dans cette revue de littérature, les 3 chercheurs, eh bien, vont, résumer du coup tout un ensemble de recherches qui est en train d'être en train d'augmenter, d'être créé, qui explore les intuitions morales des gens à propos des changements climatiques et du rôle des jugements d'équité dans la prise de décision liée au changement climatique et qui considèrent du coup les implications de ce travaux pour avancer les études, sur la psychologie de la justice climatique. OK. OK, OK, donc intéressant, intéressant, donc déjà on est vraiment sur l'idée que, enfin, on n'est pas un peu sur les trucs classiques, j'ai envie de dire en psycho où la notion généralement de la perception du danger ou de la menace est souvent un peu, alors, elle est un peu remise en question, ces dernières années, cette théorie-là. Hem, Notamment en lien avec le Covid parce que, bah, justement les chercheurs en ont profité pour essayer de tester cette idée qui dit que, bah, en fait nous on essaye de réagir finalement à des choses qui représentent des menaces et ce faisant, notamment une des conséquences de ça, c'est que nos idéologies politiques évoluent un peu,
Par exemple, elle deviendrait un peu plus extrême ou ce genre de truc quoi, et c'est un peu remis en question, par des travaux qui sont publiés, récemment donc finalement là aussi on est un peu dans un changement de perspective. C'est finalement de se dire que c'est plus une problématique morale plutôt qu'une, peur, j'ai envie de dire, des, effets néfastes du changement climatique. Donc c'est intéressant ça à noter. On va le noter, dès le début, hop là, tac. Donc, heu, soutien aux, politiques, hem, politiques sur le changement climatique, heu, est lié à, une dimension morale plutôt qu'à une, perception du danger. Alors faut juste qu'il faut que je hop, tac et ah merde! Attendez, je crois que j'ai hop. Ça ira mieux si je mets à recharger mon ordi. Tac, j'avais même pas fait gaffe. Il s'est tellement vidé rapidement. Ah oui, 19 sur l'ordi, ça va pas aller. Donc je pense que j'ai dû un peu perdre, ah non même pas. Bon parfait. Hem, OK, OK. Hop là, tac. Donc, bah, du coup, première partie de l'article sur comment et quand est-ce que le changement climatique, il est perçu comme étant une problématique morale. Donc, tout un ensemble de facteurs peuvent réduire, la reconnaissance des dimensions d'éthique et morale du changement climatique. Jamieson a décrit un problème moral prototypique comme étant un problème dans lequel un putain, perpetrator, enfin quelqu'un qui perpètre une action quoi, enfin un acteur quoi, identifiable et bien va va faire du mal à une victime identifiable dans une, certaine proximité physique et temporelle, pardon. OK, heu, OK, donc problème moral prototypique est égal à, un agresseur, identifiable, victime identifiable et l'action est proche. OK. Étant donné que le changement climatique ne correspond pas du coup à ce à ce moule typique, enfin à ce problème moral, typique, eh bien il pourrait échouer à provoquer des inquiétudes morales qui, eh bien, vont souvent avoir tendance à générer des actions. La croyance en, les causes naturelles plutôt que humaines, l'incertitude à propos des causes et des effets, la faible proximité, à minima ressentie, temporelle et spatiale et les sentiments de faible efficacité ou de responsabilité peuvent, de manière similaire, limiter les intuitions morales à propos du changement climatique et les réponses collectives, à ce problème qu'est le changement climatique. OK. Heu, oui donc là aussi là c'est toujours les trucs un peu, classiques, hein, les croyances, l'incertitude. Hem, Là, c'est assez intéressant, ça fait l'aspect de faible, proximité spatiale ou temporelle ressentie, ça fait très, problème du mort kilométrique, qui dit que, plus vous avez un problème qui est, enfin une catastrophe, qui a lieu loin de là où vous habitez et moins vous ressentez, de l'empathie vis-à-vis des victimes. On l'a très bien vu, enfin, en tout cas médiatiquement, on l'a assez bien vu, je trouve, avec les inondations qu'il y a eu, alors si je me trompe pas, c'était en Afghanistan ou Pakistan? Ouais, déjà rien que le fait que je sois incapable de de dire le bon pays, c'est déjà un bon exemple. Hem, mais ouais, voilà, généralement quand vous avez des catastrophes un peu de ce type-là, qui ont lieu d'autant plus en dehors de l'Europe. Alors déjà qu'en Europe, hormis si c'est dans les zones francophones, généralement ça a fait 1 ou 2 jours à la télé et puis c'est tout quoi, ou dans les médias, un peu plus traditionnels et c'est tout quoi. Mais là du coup bon,
c'était un peu la même chose parce que bon, c'était quand même des inondations assez graves, quoi. Enfin assez graves, extrêmement graves quand même, mais voilà. Et puis, bah, encore une fois, alors bon, alors là, c'est un peu, la notion de faible efficacité, donc elle fait référence au fait qu'on a l'impression de ne pas pouvoir, eh bien, répondre efficacement à un problème, à ne pas être efficace dans son comportement ou en tout cas ne pas percevoir son comportement comme étant efficace. En tout cas, ne pas se sentir efficace pour répondre à une problématique donnée. Hem, Historiquement, ça a souvent été une approche, enfin, ça a toujours été un truc qui a souvent été mis en avant par les chercheurs en psychologie sociale pour expliquer le comportement et c'est dans les études, qui se sont intéressées à ça, ça a jamais été le truc le plus, enfin le paramètre le plus important pour expliquer le comportement. Heu, c'est ça a une petite importance quoi, mais c'est sans plus quoi. Hem Et par contre, je crois que la notion de responsabilité est un poil plus importante. Heu, mais enfin oui, de faible, responsabilité du coup. Je crois qu'elle joue un rôle un poil plus important que la notion d'efficacité, mais je suis vraiment pas sûr. Donc voilà. Heu, une option par laquelle le changement climatique pourrait devenir moralisé et à travers alors du coup le moral backing, je sais pas du tout ce que c'est. Donc c'est le processus à travers lequel on va lier une problématique à des principes moraux existantes. OK, existants plutôt. Hem, OK, oui, donc c'est de faire des associations finalement entre une problématique et des principes moraux, OK. Par exemple, dans une série d'expériences, des, climato-sceptiques ont indiqué des plus grandes intentions pro-environnementales lorsqu'ils pensaient, répondre au changement climatique, enfin lorsqu'ils pensaient que répondre au changement climatique, eh bien, créerait une, société dans laquelle les individus auraient plus de compassion. Heu, OK, bon alors oui, mmh, ouais, heu, oui dans le sens où du coup, Les le fait d'avoir de la compassion, c'est un truc qui est du coup un principe moral qui est assez, enfin, je sais pas si je peux dire positif, mais mis en avant quoi ou qui est positif quoi. Heu et du coup, le fait de se dire que, bah, si on met en place ça, ça va avoir comme conséquence que, les gens pourraient devenir plus, enfin avoir plus de compassion. Oui, du coup, ouais, c'est pas, bon après c'est un enfin ouais, oui, non, c'est une série d'expériences, donc il y a plusieurs expériences. Heu, mais OK, bah, c'est intéressant. Bon, ça reste toujours des intentions, donc ça veut pas dire que c'est du comportement, mais c'est quand même, assez intéressant. Les convictions idéologiques peuvent également avoir un impact peuvent également impacter la moralisation des croyances climatiques. Donc Feinberg et Wheeler ont par exemple trouvé, en comparaison à des, conservateurs, que les libéraux, eh bien, avaient plus de chances, enfin de probabilités de voir les problématiques environnementales en termes de principes moraux, de soins et du coup à l'inverse de, je sais jamais vraiment comment bien le traduire, harm, mais c'est pas le fait de blesser, c'est oui de préjudice, de nuisance. Hem, alors je recommence. Feinberg et Wheeler du coup ont trouvé que, lorsqu'on les compare à des conservateurs, les libéraux avaient plus de probabilité de voir les problématiques environnementales en termes de principes moraux de, nuisance et de protection, heu, which, oui, du coup, c'est des principes moraux que les organisations environnementales ont souvent tendance à vraiment mettre en avant dans leur communication. OK. Oui, bah, c'est vrai que,
enfin, on parle souvent de notions de danger, de nuisance pour notamment les personnes, pauvres et les pays pauvres, dans les communications des ONG environnementales. Alors, pas que, mais il y a quand même un peu, cette notion, là, en tout cas, in fine, de nuisance. Hem Et c'est intéressant de voir d'ailleurs, du coup, la différence en termes d'idéologie politique entre les conservateurs et les libéraux. Donc là, on est sur un truc très américain, hein, mais parce que, malheureusement, la recherche est principalement faite, aux États-Unis. Enfin, en tout cas, le début généralement de la recherche est souvent fait aux États-Unis. Après ça diverse avec le temps, mais bon, ça prend du temps. Et c'est intéressant de voir que justement qu'il y a une en fonction de l'idéologie politique, tu ne perçois pas la problématique environnementale dans les mêmes, termes, quoi. C'est assez intéressant. Les politiques publiques maintenant qui mettent en avant le fait de réduire les inégalités et de protéger les populations vulnérables, pourraient également être vues comme, hem, être, socialement ou politiquement libérales et ainsi pourraient, enfin ouais, oui on va dire pourraient appeler un peu plus ceux qui sont du coup sur, eux aussi libérales et donc plutôt à gauche, encore une fois dans la politique américaine. Et à l'inverse, les, appels moraux, alors binding, je sais pas, oui, oui, c'est la liaison, mais, ah oui, de contrainte, OK. Donc les appels, moraux, de contrainte, donc vis-à-vis de l'autorité, de la purité ou de la loyauté, eh bien, ont plutôt tendance à bolster, c'est quoi? C'est augmenter, non? Enfin, c'est oui, à stimuler, ouais, ou à augmenter, en fait, les croyances pro-climatiques, donc pro-environnementales, ainsi que l'activisme, mais cette fois chez les conservateurs, notamment lorsque ce type d'appel, eh bien, provient d'une, d'une source qui appartient au groupe social de la personne. OK. Donc assez intéressant de voir que finalement assez intéressant, c'est assez là aussi logique, mais en tout cas assez évident que finalement du coup en fait, globalement les personnes qui sont qui ont une idéologie plutôt de gauche, ont plutôt tendance à répondre à des appels liés à la réduction de l'inégalité ou à la protection des populations vulnérables. Et que à l'inverse, du coup, c'est des appels plutôt liés à l'autorité, à la purité ou à la loyauté qui vont plutôt engendrer des comportements chez les conservateurs. C'est assez logique parce que, bah, c'est directement l'idéologie politique qui veut ça, hein. L'idéologie politique de gauche a plutôt tendance hem, à réduire justement les inégalités de protection, sociale, et alors que plutôt, à droite, on est enfin plutôt notamment chez les conservateurs, on est plutôt sur des notions d'autorité. Donc voilà. Là-dessus, c'est pas trop déconnant de voir ça. Heu, donc ouais. Mais par contre, c'est là où c'est assez intéressant, c'est de se voir que enfin, c'est de voir que, en fait, finalement, qu'importe ton camp politique, dans les 2 cas, des appels à un truc moral peut te faire réagir, quoi. C'est juste que du coup, c'est pas le même truc moral qui rentre en jeu, mais c'est assez intéressant. Hop là. Tac, je vais noter ça. Hem, les appels à la moralité fonctionnent, hop, qu'importe le camp, heu, ouais, qu'importe l'idéologie plutôt, idéologie politique, hop, tac, les appels à la moralité fonctionnent qu'importe l'idéologie politique, heu, donc ouais, l'appel à la moralité. Oui, c'est pas vraiment ça. Enfin si, mais
Ouais, si, il y a un peu la notion de on va dire moralité de, je vais te dire, réduction des, oui, ben non, mais réduction des inégalités égale gauche et autorité égale droite, bon ça veut rien dire. Hem, si je, enfin, ouais, mais des appels moraux différents, hem, mais des appels moraux différents provoquent entre guillemets des camps politiques différents. OK, top. C'est pas idéal, mais bon. OK. Donc, l'aspect du changement climatique dans un contexte de justice sociale, enfin justice en tout cas. Des perspectives philosophiques suggèrent que, beaucoup, enfin ouais, beaucoup de désaccords moraux à propos de ce qui est, équitable, ont plutôt tendance à se résoudre autour de, autour de 3 motivations qui parfois rentrent en conflit. Donc, maximiser la richesse et la prospérité, respecter l'autonomie et affirmer que, quoi? Oui, et donc affirmer que ces valeurs, partagées, eh bien, sont un sacrifice collectif qui a comme, in fine, objectif de enfin, qui est pour le bien commun, quoi. Pour, sanctionner le greed, c'est, le fait d'en vouloir toujours plus, quoi. Hem, ou alors de protéger les vulnérables, quoi. OK. Oui, c'est vrai que du coup, c'est pas forcément 3 motivations qui ont enfin, c'est vrai que le fait de maximiser la richesse et la prospérité, c'est pas forcément un truc qui peut forcément aller en harmonie avec les 2 autres assez facilement, mais OK. Chacune de ces motivations peuvent être, appelées par enfin en tout cas oui, peut être appelée par le changement climatique et les efforts qui, sont nécessaires pour y répondre. À cause d'une, réduction de, la productivité économique et agricole, c'est un peu mieux, dans des latitudes, les plus chaudes, le changement climatique a diminué la richesse, des nations les plus pauvres et des plus, enfin des moins émettrices, en termes de CO2, heu, d'un facteur de 25 depuis 1961. Ah ouais? Putain, alors, j'apprends un truc. Je c'est pas étonnant non plus, mais, dans le sens où évidemment le changement climatique, influence la productivité et et mais je pense pas que ça avait à ce point, diminuer enfin, ouais, enfin, c'est un truc dont on parle pas quoi, mais, c'est assez, intéressant. Enfin, comme le chiffre est intéressant quoi et fait peur, mais hem les effets du changement climatique, eh bien, ont plutôt tendance à retomber de manière disproportionnée sur ceux qui sont les moins responsables, de ce changement climatique, justement. Au sein des nations, donc là, qu'importe la richesse, du pays, les femmes, les minorités ethniques et raciales, les individus avec de plus faibles revenus, les groupes indigènes et d'autres communautés vulnérables ont, tendance à faire face à une double menace, finalement. D'avoir à la fois, une, augmentation,
de l'exposition à des, catastrophes climatiques et la deuxième peine, c'est qu'ils ont des capacités plus faibles pour s'adapter à cette exposition-là. Oui, ça c'est le truc, qu'on enfin, les individus qui sont, les de manière générale, les plus pauvres étant du coup ces différentes, minorités, et les femmes, bah, du coup, forcément qu'ils peuvent pas forcément facilement rénover leur appart ou ce genre de trucs. Hem, donc les en pleine canicule, ou en pleine vague de froid, soit ils ont trop chaud, soit ils ont trop froid, forcément, bah, du coup en termes d'adaptation, c'est plus compliqué. Le changement climatique peut également interagir avec des forces économiques et sociales qui existent pour, renforcer les inégalités. Donc, hem, en en analysant plus de 2 décennies d'enquêtes et de données démographiques, Carrasco et ses collègues ont trouvé que les vagues de chaleur et les sécheresses, menaient les familles au Bangladesh à, à Aston, c'est à aller plus vite, ouais, à se hâter, à faire en sorte que le mariage des filles aille encore plus vite et du coup, à accepter des propositions de mariage qui sont moins désirables. OK. Heu, ouais, du coup, enfin, en tout cas, c'est un peu, c'est cohérent avec l'idée que, on fait face à des situations qui, mettent à mal notre survie, donc du coup, bah, on veut renforcer enfin, on veut maximiser la probabilité d'un «héritage familial» entre guillemets, donc du coup, bah, hem, le mariage des filles, se fait de plus en plus, tôt, quoi. Heu, Malheureusement, c'est pas très, incohérent, quoi. En plus de ça, ceux qui se sont mariés durant des périodes de sécheresse, eh bien, ont marié des enfin, se sont mariés, enfin, oui, c'est le même, terme, c'est un peu du coup, se sont mariés avec des hommes qui avaient une éducation plus faible et qui, avaient plutôt tendance à soutenir un peu plus les violences, intimes entre les partenaires. OK, heu, donc oui, oui, bah, du coup, ouais, ce qu'il veut dire par moins désirable, c'est tout ça, quoi. OK. Hem, En même temps, enfin, au même moment, l'adaptation au changement climatique et les efforts pour le limiter peuvent être vus par, certains comme menaçant l'autonomie individuelle et la prospérité individuelle. Cohérent avec cette notion, l'individualisme et les croyances d'individualisme et de libre marché ont, eh bien, enfin sont on a trouvé que c'était des prédicteurs assez robustes, scepticisme climatique et d'opposition à ces politiques publiques et particulièrement, pour tout ce qui est des régulations gouvernementales. Donc tout ce qui va être, par exemple, les taxes ou ce genre de trucs. Hem, OK, oui, voilà, c'est assez, enfin, c'est pas déconnant non plus, quoi. Parce que du coup, enfin, forcément, il y a une notion, d'effort du coup, heu et enfin, c'est un peu genre, le gouvernement qui décide, de haut quoi, enfin, du coup, bah, c'est pas déconnant, ouais. OK, OK. Enfin, ouais, c'est surtout que c'est des trucs un peu, de droite, faut pas se mentir, du coup, bah, forcément que du coup, les croyances, elles sont plutôt liées à des idéologies de droite, donc le libre marché et l'individualisme. Bah, c'est pas déconnant que du coup, ça renforce le scepticisme, climatique. OK, tac. Donc les caractéristiques temporales et spatiales qui sont un peu diffus,
du, changement climatique, eh bien, ont également, tendance à poser des, challenges uniques en termes de, prise de décision équitable. Donc là, c'est un peu, je suppose, la notion que, bah, du coup, il y en aura dans le temps, enfin, ça va durer sur la longueur et il y en a de partout, quoi. Hem, donc les nuisances disproportionnées pour les générations futures et d'autres espèces évoquent des questions de justice écologique et intergénérationnelle. Les inégalités peuvent également émerger, en termes d'accès à des bénéfices qui sont permis par l'adaptation climatique et la limitation, du changement climatique. Par exemple, au sein des États-Unis, l'assistance fédérale pour échapper aux marées et aux aux inondations, et à d'autres du coup, désastres, climatiques sont plus accessibles rapidement à des communautés qui sont riches. Ouais, bah, ça c'est malheureusement, c'est toujours le schéma un peu classique de, les populations riches sont, souvent les plus «privilégiées» entre guillemets, même si c'est pas toujours, souhaité à la base, mais, il y a toujours ce biais-là qui dit que, plus vous êtes riche et plus vous avez, facilement accès bah, du coup ici à des assistances fédérales, mais, de manière générale à de l'aide quoi, que ça soit de l'aide publique ou de l'aide, privée. De manière similaire, des politiques publiques designées pour, limiter l'utilisation de l'énergie, comme par exemple, le heu, ah oui, heu, quoi? Charging higher rates? What? Ah OK, oui. Donc le fait donc de manière similaire, des politiques designées pour limiter l'utilisation d'énergie, comme par exemple le fait d'augmenter les tarifs durant les pics de demande, ont du coup, bah, tendance à mettre, des pressions financières disproportionnées sur les personnes âgées et les, personnes handicapées, qui ont tendance à expérimenter enfin oui, dont en fait les conséquences sur leur santé sont pires, que, pour d'autres populations. Du coup, les inégalités peuvent provenir, du changement climatique, ainsi que des efforts pour, le limiter. OK. Alors ça par contre c'est assez intéressant l'aspect, enfin, finalement, les inégalités sont directement liées aux conséquences du changement climatique. Bon ça on le savait déjà, hein, que, les populations les plus pauvres allaient le plus en baver, enfin et en bavent, déjà, le plus face au changement climatique, mais également que finalement les, les choses qu'on doit mettre en place maintenant pour répondre à ce problème-là, eh bien, vont également causer des inégalités. Donc c'est assez intéressant de prendre ça en compte. Là, il doit être tout à la fin le petit 2, c'est un peu relou. OK. Donc du coup, bah, là, c'était une partie un peu, introductive sur le contexte de la justice vis-à-vis du changement climatique. Maintenant, on va voir justement, bah, les antécédents, donc les facteurs qui vont amener à des perceptions de justice climatique. Lorsque l'on détermine si une, politique est équitable, enfin, nous, les gens, on a tendance à évaluer la distribution des résultats. Donc c'est-à-dire que généralement, on a tendance à montrer de l'aversion à des distributions qui sont inéquitables, même lorsque elles sont, personnellement avantageuses et de manière similaire, l'aversion à l'inéquité
a été documenté dans des préférences politiques, vis-à-vis du changement climatique. OK. Donc ce que ça veut dire, c'est que, on n'aime pas quand, du coup les politiques publiques ont des conséquences qui sont, enfin, ouais, ont des résultats, des conséquences qui sont inégalables entre des populations, enfin que, par exemple, elles sont plus favorables à telle population et pas à d'autres. Hem et du coup, bah, ce type-là d'aversion à cette inégalité, bah, ça fonctionne également pour la préférence sur les politiques liées au changement climatique. En plus de ça, dans les expériences enfin dans les études qui s'intéressent au soutien des Américains pour les politiques limitant le changement climatique, des, regroupements de, politiques qui incluent des mesures qui sont designées pour réduire les inégalités, comme par exemple le fait d'augmenter l'accès à des, maisons abordables ou à augmenter les revenus minimums, ont plutôt tendance à engendrer un soutien, bipartisan qui est plus important que les politiques publiques qui manquent de ce type de réforme-là. OK. OK. Bon ça c'est assez, oui, le fait de enfin, vu que du coup vu qu'on n'aime pas, tout ce qui est, distribution inégale des, des politiques publiques, bah, du coup, le fait d'avoir des politiques publiques qui incluent des mesures qui réduisent ces inégalités sociales-là, bah, c'est pas déconnant que du coup le soutien, il soit plus important, quoi. Malgré tout, des biais intergroupes, donc le fait qu'on soit biaisé vis-à-vis de notre enfin plutôt vers notre propre groupe social et du coup à l'inverse en opposition à un autre groupe social auquel on n'appartient pas. Donc ces fameux biais du coup intergroupes peuvent également influencer les perceptions finalement est-ce que la distribution des résultats, des conséquences, d'une, politique publique sera ou non équitable. Donc par exemple dans des expériences qui sont des enquêtes, d'opinion, des résidents des USA ou chinois ont tendance à juger des propositions pour limiter le changement climatique qui bénéficient leur propre pays comme étant, et bien plus, équitable, économiquement. Par contre, le fait de simplement labelliser les, parties, donc ici du coup, la Chine et les USA comme étant pays A et pays B, heu, heu oui, lol, et bien élimine ce biais. OK. Heu, OK, bah, ça c'est assez intéressant, enfin ouais, j'ai l'impression qu'il y a qu'une seule étude qui a été menée. Ouh là, la petite fatigue, qui arrive. Heureusement que l'étude est assez courte. Alors il y a qu'une seule étude donc je suis un peu, enfin, ouais, à mon avis l'effet est pas énorme, hein, j'imagine, mais bon, c'est quand même assez intéressant de le mettre en avant quand même et ah ouais, oui, non, oui. Oui, parce que là, du coup, on est du coup sur un terrain neutre, oui, c'est pas oui. Oui, du coup, c'est pas déconnant de voir ça, quoi. OK. Parce que du coup, en fait, oui, quand tu considères ton bah, par exemple, hem, on le voit énormément, avec le Inflation, Reduction Act, aux US qui, du coup, vise bah, à la fois, du coup, améliorer l'économie américaine, quoi, ou limiter l'inflation et puis, qui vise du coup, eh bien, encore plus favoriser les entreprises américaines. Hem, on voit bien que, les Américains, ils sont en mode, bon, bah, enfin non, quoi, enfin c'est bien, quoi, donc ils disent, que les Européens qui râlent parce que, ça va pas favoriser les entreprises européennes, bon, ils sont là en mode,
Bah non quoi et alors que du coup nous les en tant qu'Européens, on voit un peu plutôt ça d'un mauvais œil quoi. Hem, alors que pourtant les in fine, la proposition de ce, Inflation Reduction Act, en termes, environnemental est plutôt, très positive quoi. Hem, donc ouais. Des inquiétudes à propos de l'équité, de la procédure. Donc, en gros, est-ce que ce qu'on met en place est équitable ou pas, quoi? Peut également impacter le soutien public pour l'action climatique. Donc l'équité dans du process, donc le fait, par exemple, de respecter et d'être inclusif dans la prise de décision, va, lancer le signal que en fait, la perspective d'un groupe, donné a, de la valeur. Une, revue littérature qui a été qui a été étudiée enfin qui voilà, je recommence. Une revue de littérature qui, s'est intéressée à 15 États, enfin des études qui ont été menées dans 15 pays, ont montré que des, jugements qui étaient à la fois, attends quoi? C'est le bon moment pour bâiller parce que vu que je comprends pas la phrase, ça me permet d'y réfléchir. Hem, je vais traduire tout ça parce que je ne le comprends point. Hem, DeepL, soit mon sauveur. Donc les jugements d'équité distributive et procédurale. Je sais pas ce que c'est. Enfin distributive, je vois un peu l'idée, mais procédurale, je vois pas du tout, ouais, donc OK. Hem, donc si jamais du coup, cette revue de littérature a trouvé que à la fois les jugements d'équité distributive et procédurale, eh bien, prédisent le soutien public pour des mesures pour, heu, pour le prix du carbone, comme par exemple donc la taxe carbone. OK. En plus de ça, les gens, donc nous, on a tendance à moins accepter enfin, on a tendance à plus accepter, en tout cas, on a un souhait de plus facilement accepter ces politiques publiques lorsque elles sont ressenties comme, eh bien, heu, quoi? Ah oui, oui, donc en gros, ce qu'ils disent, c'est que, en fait, les gens ont tendance à plus facilement accepter, ou en tout cas à plus souhaiter d'accepter, ce type de politique publique lorsque on ressent que, on a suffisamment d'informations ou des informations adéquates à propos de comment les revenus, eh bien, seront utilisés et et qu'en fait, on fait plus confiance en, les gens qui, sont, à charge d'implémenter, ces politiques publiques-là, quoi. OK. Alors ça, c'est pas déconnant, hein, encore une fois, le fait de ressentir que, tu as toutes les informations, en tout cas de te dire que tu as toutes les informations enfin, pour en fait comprendre comment, la politique va être, mise en place et que, surtout tu as confiance en les personnes qui vont les mettre en place, bah, c'est pas du coup enfin, oui, c'est pas déconnant dans ces cas-là que du coup tu acceptes plus facilement, ce type de politique publique-là, quoi. Hem, oui, enfin surtout sur la confiance, hein, c'est pas un truc qui est déconnant, c'est un truc qu'on sait très bien, hein. Plus vous avez confiance en, des politiciens et plus vous avez tendance à accepter, leur, politique publique, quoi. OK. Maintenant donc en termes de conséquences, enfin quelles sont en fait les conséquences des perceptions de justice pour tout ce qui va être coopération et prise de décision? Donc les comportements qui sont, ouais alors, prescriptives,
Tu vas me le traduire en prescriptive, prescripteur, voilà, normatif, directif, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Hem, Moi j'imagine que c'est genre, le fait que, en fait les comportements qui sont étiquetés comme ayant une, importance morale, on a tendance à plutôt les prescrire, donc à les bah, du coup à les faire quoi et les émotions morales peuvent servir à renforcer les, comportements appropriés. Donc les émotions morales, ça peut être quoi? Peut-être de ouais, tout ce qui est un peu colère, là d'ailleurs ça parle de colère et oui, je pense un peu à ça. Là où tu te dis, «Non, ce que tu fais c'est pas moral» ou à l'inverse, c'est moral, donc ouais, tout ce qui va être, colère, rejet ou haine, hem, ça peut être du coup des émotions négatives morales et puis, ouais, après il parle de gratitude donc oui, remercie ouais, mais ouais, la gratitude ça fait un peu peut-être, genre, c'est un truc qui est fait, pour toi quoi, heu, je sais pas trop. Mmh, bah, parfait, il l'explique juste après d'ailleurs. Donc la colère justement et la gratitude ont tendance à résulter de, bah, justement des actions d'autrui qui sont donc soit immorales, soit morales, tandis que la honte et la, culpabilité ou, pride, la fierté sont des émotions qui sont ciblées vis-à-vis de, finalement, nos propres comportements à nous. Yep, OK. Et donc du coup, dans une étude, eh bien, une prédisposition vis-à-vis des émotions morales de gratitude, par exemple, a bien été associée avec un sentiment de responsabilité pour les générations futures, ce qui du coup avait tendance à prédire des soutiens pour les politiques publiques pro-environnementales. OK, ça c'est intéressant ça. Oui, du coup, quand tu as tendance à facilement, ressentir de la gratitude, tu as souvent tendance à, du coup, avoir un sentiment de responsabilité pour les générations futures et ça, eh bien, du coup, ça prédit des soutiens pour les politiques publiques pro-environnementales. Bon, c'est pas déconnant parce que ça fait très, très, notion d'empathie un peu. Enfin, la gratitude, il y a un peu cette notion de connexion émotionnelle avec les gens et c'est pas déconnant que, du coup, tu te dises, enfin, que du coup, tu arrives à te mettre dans la place des générations futures. C'est un peu, du coup, bizarre parce que, du coup, on parle de personnes qui n'existent pas, mais il y a un peu cette notion de projection et du coup, c'est pas déconnant de se dire: «Bah, vu que mes actions d'aujourd'hui impactent, le comportement» enfin le oui, le comportement, des générations futures et que je me sens responsable, bah, du coup, c'est pas déconnant de soutenir des politiques pro-environnementales. Les gens ont tendance à également associer des comportements divers, avec des émotions positives, ce qui suggère une, sorte de d'approbation par, soi-même de réaliser un choix moral. OK. Hem, oui, OK, donc c'est un peu, vu que on enfin, si on considère que les comportements verts, écolos sont, ouh je suis vraiment désolé pour la fatigue. Pourtant j'ai assez bien dormi mais bon, bah, il est il est 10:00 moins 20 et bon, je suis un peu crevé. Oui, c'est pas déconnant, du coup, ouais, enfin, d'associer en tout cas le ah oui, non, oui, OK. Hem, oui, en gros, là, l'idée, c'est de se dire que en fait, on associe nos propres, comportements, à des émotions positives, enfin, si ces comportements-là sont écolos et oui, c'est pas
Enfin tu oui, en fait, tu un choix moral, quoi. OK. Hem, encore une fois, il y a qu'une étude, hein, parce qu'on est au début de la recherche, donc c'est pas enfin, on a connu mieux comme niveau de preuve, hein, mais bon. Des comportements pro-environnementaux peuvent, parfois résulter de la signalisation d'une, enfin virtue, oui, hem, donc en gros l'idée c'est que des fois les comportements pro-environnementaux, c'est on peut le dire que genre, en fait l'idée des comportements pro-environnementaux, ça peut être de générer un peu un signal où on se dit, non, bah, je veux montrer que j'ai de la valeur, quoi, hein. J'ai un peu l'impression que c'est ça, quoi. Hem, oui, voilà, avec des gens qui recherchent vraiment à indiquer leur valeur morale à autrui, à travers des comportements qui expriment leur propre valeur pro-environnementale. OK. Oui, alors c'est pas ça, c'est un truc qui est pas déconnant, qui est un peu souvent, je pense, pas sous-coté, mais en tout cas qui est un peu mis sur le côté. C'est que, en fait, on a des comportements qui ont comme objectif de dire que, «Eh moi je suis gentil», et voilà quoi. Alors ça veut pas dire qu'on le fait, volontairement, hein, c'est souvent, souvent même c'est plutôt l'inverse, hein, c'est des comportements qu'on fait un peu de manière automatique et enfin pas de manière forcément de manière automatique, mais dont on se rend pas forcément compte que, on le fait en partie pour l'approbation, sociale et c'est sûr que là par exemple, alors le fait, enfin oui, on pourrait dire que, par exemple, le fait de, recycler ou de, je sais pas moi, d'avoir une voiture électrique ou que sais-je, c'est aussi une étiquette sociale que, du coup, tu te mets en disant, bah, ou en tout cas que tu souhaites, entre guillemets, que les gens aient de toi, donc ouais. Les jugements de moralité et d'équité peuvent également motiver, les actions collectives à limiter le changement climatique. Le modèle de l'identité sociale de, l'action collective propose que les croyances morales, donc les valeurs, les droits et les convictions, ainsi que l'identification avec des groupes, engagés avec une cause sociale, vont engager l'action collective à travers 2 routes principales. Premièrement, la colère collective qui provient de la perception de l'injustice collective, enfin de l'injustice. Et deuxièmement, les croyances d'efficacité. OK. Hem, donc des études longitudinales, donc en gros des études qui ont mesuré des effets, dans le temps, suggèrent que des perceptions d'injustice pourraient jouer un rôle plus fort que des croyances d'efficacité pour galvaniser des actions collectives parmi à la fois des groupes avantagés et des groupes désavantagés. OK. Hem, ça c'est assez intéressant parce que, on l'a vu, enfin, je sais pas si c'était un truc qui était assez, perceptible, mais j'ai un peu l'impression que, par exemple, dans le cadre des manifs pour la retraite, ou alors c'était également le cas avec d'ailleurs les gilets jaunes, hein, mais c'est un peu plus récent, la retraite. Il y a un peu cette enfin, j'ai plus l'impression que ce qui est mis en avant, c'est vraiment le côté injustice et moins l'aspect genre, on croit qu'on peut arriver à faire bouger le truc, quoi. Enfin, alors après c'est un peu, enfin, en fait, là où c'est assez intéressant, enfin assez intéressant. En fait, enfin c'est sûr que les 2 jouent un rôle important parce que, bah, ça joue un rôle important, c'est juste que ça joue pas au même niveau. Hem, mais en fait, c'est probable que genre, par exemple, l'injustice perçue, elle agit en amont des croyances d'efficacité. Parce que du coup, on pourrait se dire que tu perçois alors je sais pas si c'est réellement comme ça, hein, je connais pas trop ce modèle d'identification sociale
d'identité sociale de l'action collective, mais on peut supposer que genre tu perçoives une politique comme étant injuste et à partir de là, tu te dis: «Bah, OK, moi je crois que mon groupe social peut réussir à, changer les choses» et donc bah, du coup, tu vas agir, tu vas oui, tu vas du coup in fine, aller manifester. Mais c'est pas parce que enfin, faut du coup faut bien avoir, l'idée de la causalité dans la chaîne de dans la chaîne quoi, finalement. Donc ouais. Par contre, là où c'est assez intéressant, c'est de voir que finalement, à la fois dans les groupes avantagés et désavantagés, ça fonctionne quoi. Donc ouais. De manière similaire, des évaluations, enfin des évaluations de, l'équité des politiques, pour le climat sont un fort, déterminant, enfin en tout cas sont un déterminant pour le soutien, politique qui est plus fort que leur efficacité perçue. OK, donc oui, alors ça c'est un truc qui est souvent un peu mis en avant, c'est se dire que en fait, qu'importe, j'exagère un peu, mais ce qui importe en premier pour soutenir une, politique publique, c'est avant tout le sentiment d'équité plutôt que l'efficacité perçue. Alors elle joue un rôle évidemment, hein, mais, moindre que, si elles sont inéquitables. Et c'est là où c'est par exemple intéressant parce que, typiquement sur le papier, une taxe carbone est, assez efficace, voire même très efficace, mais, typiquement, dans le cadre des gilets jaunes, le fait est que la taxe carbone telle qu'elle l'était était perçue comme n'étant pas équitable et donc, finalement, qu'importe si on perçoit la la proposition comme étant, efficace ou pas, bah, vu que tu ne l'aperçois pas comme étant équitable, ça ne changera rien, quoi. Enfin, comme n'étant pas équitable, ça ne changera rien, ton soutien pour la taxe carbone, sera négatif dans tous les cas, quoi. Des émotions morales comme par exemple, la honte, collective qui est une émotion qui, finalement fait re enfin, ouais, met en avant une sorte de responsabilité ressentie, pourrait également motiver les actions collectives pour limiter le changement climatique. Et Ries et Bromberg, donc deux chercheurs ou chercheuses, par exemple, ont trouvé que la honte collective et les perceptions d'efficacité collective amélioraient les motivations, enfin augmentaient les motivations à rejoindre une initiative climatique, dans le voisinage. OK. Hem, OK. Intéressant. Alors encore une fois, faut voir un peu la notion de taille d'effet. Est-ce que l'effet de la honte collective est très forte? Est-ce que la perception de l'efficacité collective est très forte? Enfin, a un effet très fort sur la motivation à rejoindre, cette initiative, mais malgré tout, c'est quand même assez intéressant. Heu, Malgré tout, qu'importe, tout ça, des barrières à des coopérations et à la coopération et des résistances à des politiques publiques pourraient également émerger, finalement comment les groupes avantagés et désavantagés perçoivent et répondent à des inégalités liées au climat. Donc les groupes avantagés ont plutôt tendance généralement à moins soutenir des régulations environnementales qui peuvent être considérées comme, comme menaçant en fait les, systèmes avantageux. Donc dit autrement, c'est des enfin, en fait les groupes avantagés pardon, soutiennent moins ces régulations environnementales parce qu'elles sont considérées comme étant une source de menace pour leur statut. Des niveaux existants d'inégalité et de motivation pour maintenir des hiérarchies sociales peuvent également, interagir afin de renforcer
la résistance aux, politiques climatiques. Dans une étude qui a été menée dans 25 pays, les individus qui ont une, forte préférence pour la hiérarchie de groupe et les inégalités, donc en gros, un peu, les, conservateurs et bien, avaient moins tendance à s'engager dans des actions civiques pro-environnementales et à donner à de la charité, environnementale, et cette relation, elle était plus forte dans des nations qui ont des, inégalités économiques plus fortes. OK, et ça c'est assez intéressant ça. Hem, L'aspect de plus, un pays a d'inégalités économiques et plus l'effet, de la préférence pour la hiérarchie de groupe et les inégalités, hem, enfin plus cet effet de cette préférence-là sur, l'engagement des actions, civiques pro-environnementales, est forte. Intéressant ça. On sait que souvent, vraiment les inégalités des pays, enfin les inégalités économiques ont, très souvent un impact, assez important, hein. Hem, Par exemple, on sait que les pays qui ont des inégalités, économiques élevées ont plutôt tendance, généralement à avoir une, extrême droite qui est assez, importante. Hem, Parce que, bah, enfin, c'est, comment dire? Parce qu'en fait, tu mesures entre guillemets «ton propre niveau» en te comparant à autrui, quoi. Et du coup, tu peux enfin, si tu es dans un pays qui a des inégalités économiques fortes, bah, tu peux plus facilement te comparer à des gens qui ont des fortunes, très fortes. Hem, Alors que dans des pays qui ont des inégalités, bah, plus faibles, bah, forcément que l'écart est plus faible, quoi. Donc du coup, la comparaison est moins forte, que dans d'autres pays. Des effets similaires ont été documentés parmi les négociateurs du climat, bien qu'ils rapportent, le fait de généralement, en tout cas, valoriser l'équité. Ceux qui, proviennent donc les négociateurs qui proviennent de nations qui sont plus riches et qui ont plus, d'émissions, heu, de carbone, eh bien, ont tendance à généralement moins favoriser, hem, enfin oui, oui, à moins favoriser l'équité dans les négociations, c'est ça. Hem, Ce qu'il a, et un truc qui est assez intéressant, c'est que, finalement, quand on regarde par exemple dans les COP, heu et notamment là dans la dernière, COP27, c'était assez intéressant de voir qu'en fait c'est des regroupements de petites nations qui vraiment se bougent à, trouver des trucs qui soient vraiment équitables pour tout le monde. Alors que les, négociateurs qui proviennent de pays riches comme les nôtres, bah, c'est pas eux qui vont être la locomotive d'un changement, quoi. Donc ouais, c'est assez intéressant. Des barrières de coopération peuvent également émerger de, la perception du désavantage. Hem, alors conspicuous, hem, OK. Donc des inégalités qui sont, remarquées, remarquables. hem Oui, oui, bah, ouais, ouais, c'est un peu ce que je disais sur la notion de comparaison sociale. C'est que du coup, oui, quand tu as des inégalités qui sont vraiment remarquées, bah, du coup, ça peut réduire la coopération parce que ça déclenche des comparaisons sociales. Hem, oui, donc dans des, oh, intéressant ça. Hem, donc c'est des études où en fait on On utilise la théorie des jeux ou des jeux, de biens publics. Donc en gros, c'est, oui voilà, c'est des jeux, alors c'est des jeux, c'est des jeux qui sont réalisés dans des études, hein, donc c'est pas très fun, mais c'est des jeux dans lesquels en fait les participants peuvent
gagner ou perdre de la richesse, eh bien, on sait que une plus grande visibilité de la richesse a tendance à mener à moins de, coopération, à de plus grandes inégalités et à globalement de, plus faibles, richesses, au global. Hem et donc ça, c'est un peu oui, c'est un peu ce que je disais finalement sur la notion de, hem enfin, du coup, la notion d'inégalité économique, vu que tu as tendance à facilement les voir, enfin, à les percevoir en tout cas à minima, c'est pas déconnant du coup, d'observer ça, quoi. Les inégalités peuvent également réduire la communication nécessaire pour la coopération et du coup diminuer la confiance et rendre les actions collectives plus difficiles à réaliser. Des menaces pour la santé et la, oui, des menaces pour la santé et la sécurité qui sont, en lien avec le changement climatique pourraient également, alors stifle, je sais pas du tout ce que ça veut dire, hem, pourraient limiter, freiner l'action collective en induisant un mindset, un état d'esprit de, pauvreté ou de rareté, ça, scarcity, ouais, de pénurie, de rareté. Hem, L'optimisme à propos du futur est un des prédicteurs les plus forts de l'adhérence à des normes prosociales, et la conscience de la menace personnelle que le changement climatique pose pourrait diminuer la coopération. OK, ça c'est intéressant ça. Hem, c'est assez intéressant, c'est c'est à la fois intéressant et en même temps c'est pas très surprenant parce qu'on l'a vu pas mal avec le Covid par exemple sur la notion, d'espoir. Donc le fait de, de voir le futur comme étant, positif ou en tout cas d'avoir une sortie de crise, on sait que c'est un facteur qui est assez important. Il y a pas mal d'études qui le suggéraient et on l'a enfin ça je m'en souviendrai et j'en parle assez souvent sur, la communication qu'a eu Olivier Véran, quelques fois et notamment une fois sur BFM où, il faisait un plateau avec, des journalistes de BFM et à un moment donné, il parle de la vaccination et des effets positifs qu'elle aura et à un moment, il dit le truc qu'il faut, c'est, «Et je vois bien que là, vous souriez parce que, vous pensez tout de suite à, l'après, confinement, l'après Covid et tout quoi». Hem et il fait directement le lien du coup avec la vaccination. Et typiquement ce genre de truc là est trop, enfin, ça marche de ouf quoi. Hem, Parce que, bah, en fait, quand tu es dans une situation, enfin pas ouf, forcément, bah, que tu as envie d'avoir, un récit qui soit optimiste, hem, qui te donne, l'espoir, ce genre de truc, quoi. Forcément, ça te donne beaucoup plus envie que, bah, l'inverse des discours qui sont plutôt, enfin des récits littéralement qui sont pas optimistes, quoi. Donc ouais. Hem et c'est souvent d'ailleurs un truc qui, je pense, manque un peu dans, le discours écologique, politique en tout cas. Hem, c'est la notion que, bah, vraiment enfin, alors c'est un peu compliqué un peu, mais forcément, mais mais ouais, cet aspect un peu d'espoir et d'optimisme, vis-à-vis du futur, c'est un peu, j'ai l'impression, un truc qui manque dans la communication écologiste, mais bon, après ouais, c'est un peu, enfin c'est oui, c'est compliqué, quoi. Donc par exemple, dans une étude, le fait de lire à propos des menaces liées au changement climatique pour, et bien, tout ce qui est, santé personnelle ou, sécurité, alimentaire, augmenter le soutien des Américains pour l'action gouvernementale pour limiter le changement climatique, mais diminuer leur volonté personnelle d'investir du temps et des ressources hem, bah, sur le climat finalement, en comparaison à un groupe contrôle.
Alors ça, c'est assez intéressant du coup, parce que du coup enfin, en tout cas dans leur étude, du coup, ce que ça suggère, c'est que la menace augmente le soutien pour les actions, du gouvernement, mais diminue la probabilité que soi-même on s'engage dans ce type d'action-là. Ce qui est assez, enfin, c'est pas qu'il y a une notion un peu de contradiction, mais un peu quand même quoi, du coup. Après c'est pas non plus, enfin, parce que du coup tu t'imagines dans une, situation où ta santé est moindre et tu plus à risque en termes d'alimentation, donc c'est pas déconnant de te dire: «Bah, étant donné que je suis dans une situation où je suis dans un enfin, je suis dans la «merde» entre guillemets, bah, du coup, désolé, mais je peux pas forcément investir du temps ou des ressources que je n'ai du coup pas, pour ça, quoi. C'est pas, en tout cas, mon principe, j'ai enfin, sur le papier, j'ai pas l'impression que ça soit très déconnant, quoi. Hem, donc les tendances attends, discount, c'est bien, préférer, enfin, on va prendre en compte, ah oui, donc les tendances à réduire les nuisances futures plutôt que les nuisances présentes, hem et également les nuisances à des, personnes qui sont les plus distantes socialement peuvent également réduire l'équité dans l'allocation des re enfin, quoi? Ah oui, dans les décisions d'allocation de ressources, OK. En gros, c'est des tâches où on vous demande: «Vous avez telle ressource et vous devez les allouer à différents groupes de personnes et on vous met dans certaines situations, ou ce genre de trucs, quoi. Pour essayer de manipuler deux trois trucs, quoi. Et donc là, apparemment, le fait de privilégier, heu, enfin, ou de cibler en tout cas des, des comment dire? De, ouais, avoir tendance à réduire en priorité des, nuisances futures plutôt que présentes et d'aider les personnes qui sont les plus, distantes socialement, ça peut du coup, réduire les équités. Mais là, c'est un peu, attends, on est d'accord que discount, c'est bien, équité? Enfin, c'est bien réduction, ouais. Réduire, attends, to discount future versus je vais tout traduire cette section-là. Il met actualiser les dommages futurs par rapport aux dommages actuels. Oui, j'ai un p ouais, enfin, ouais, c'est attends. Ah non, tendance à faire abstraction. OK. Ah oui, OK. Donc oui, ah oui, OK, donc c'est exactement l'inverse de tout ce que j'ai dit. Donc en gros, c'est les tendances à justement ne pas prendre en compte les nuisances futures par rapport aux nuisances présentes et les nuisances aux individus qui sont les plus distants socialement. Ça peut réduire l'équité dans les décisions d'allouer des ressources. Oui, bah, là, du coup, oui, c'est pas déconnant. Là, c'est beaucoup plus logique, en effet. C'est le fait de se dire: «Bah, moi, je privilégie les gens qui sont les plus proches temporellement et socialement de moi» et donc, bah, du coup, forcément qu'il y a moins de ressources qui sont allouables à des gens qui sont éloignés temporellement ou socialement de moi. Oui, c'est pas déconnant, quoi. Hem, En utilisant donc encore une fois un jeu, où on partage des ressources publiques, cette fois en lien avec le changement climatique, Earlston et ses collègues ont trouvé que la coopération avait tendance à décliner, heu,
ou à décliner lorsque les bénéfices, et bien, ont tendance à augmenter pour les générations futures plutôt que les générations présentes. Et ça, c'est un truc qui est enfin, encore une fois, enfin, c'est un truc qui est toujours un peu, c'est toujours lié un peu à cette notion de mort kilométrique, quoi. C'est juste que là, on est plus sur de la distance physique, mais de la distance temporelle, quoi, dans les 2 cas. C'est se dire, bah, plus tu privilégies des individus qui sont proches, de toi, que ça soit spatialement ou temporellement, bah, du coup, forcément que tu as moins tendance, du coup, à coopérer pour, des situations où, en fait, le bénéfice, c'est pour des générations qui sont éloignées de toi, donc là, ici, temporellement, quoi. C'est pas déconnant, quoi. Cependant, le fait d'activer la volonté des individus de laisser un héritage positif, donc par exemple en rappelant aux participants à propos des actions prosociales des générations passées, eh bien ça réduit, justement ce, heu, ouais, c'est, ça réduit un peu ce gap finalement entre générations futures et générations présentes et à l'inverse du coup, ça augmente la coopération. Alors ça du coup, ça peut être un truc qui peut être vachement intéressant dans le discours du coup, écolo, c'est que de se dire, bah, on a toujours fait en sorte de, léguer un monde meilleur pour nos enfants. Hem, Nos grands-parents ont fait la même, pour nos parents. Nos parents ont essayé de faire la même pour nous. Bah, nous aussi du coup faisons la même pour les générations futures, quoi. Hem Ça peut du coup être pas dégueu. Alors du coup, faudrait trouver des exemples d'actions prosociales, de générations passées. Alors, ouais, je suis un enfin, là, c'est le biais, du type de 25 ans qui a pas non plus une connaissance de ouf, politiquement, mais là, je pense tout de suite à des trucs genre mai 68 ou des trucs du genre, quoi, mais hem, on pourrait imaginer genre, par exemple, je pensais genre à la mise en place par des générations passées de parcs de, réserves naturelles ou des trucs de protection de l'environnement ou ce genre de trucs, qui ont eu des effets positifs. Donc là, du coup, il y a une action, je sais pas si on peut appeler ça pro-sociale, mais en tout cas pro-environnementale. Hem Et ça peut être, du coup, potentiellement un effet, ça pourrait en tout cas engendrer des effets du coup potentiellement positifs, quoi. Ça pourrait être assez intéressant. Ah mais on est déjà, page 9, il reste, OK. Hem, alors là, c'est le truc le moins intéressant parce que c'est la partie sur la recherche, en fait. Sur comment est-ce que les futures recherches pourraient se faire pour étudier justement l'aspect, psychologique de la justice sociale. Hem, OK, donc en gros, je vais essayer d'aller rapidement parce que c'est clairement pas le truc le plus intéressant. Enfin, moi si, mais c'est des trucs un peu, entre chercheurs, quoi. Hem, En gros, l'idée, c'est que toutes les études ont de plus en plus tendance à conceptualiser la justice climatique comme étant un processus qui est dynamique, donc qui évolue dans le temps et qui est multidimensionnel, donc qui comprend plein de dimensions justement. Hem Qui, du coup, bah, prend en compte toutes les notions un peu de pouvoir, de hiérarchie sociale, de conditions structurelles. Heu,
Heu, donc la recherche en psychologie dans ces, différents, domaines, qu'on a vus pourrait informer ou en tout cas aider, les, efforts afin de promouvoir une compréhension de la part du public des inégalités, climatiques et de leurs causes et de leurs, remèdes. Donc par exemple des enquêtes ont montré que les gens qui habitent, enfin qui sont présents à la fois dans des nations, enfin oui, des résidents, de, nations pauvres et de nations riches, ont tendance à percevoir en fait un équilibre fondamental entre le fait d'adresser les problématiques environnementales et de réduire la pauvreté et les inégalités. OK. Mais par contre des perceptions justement de cet équilibre, enfin de ce seuil de enfin oui, 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 cet équilibre en fait, peut du coup varier en fonction des, enfin oui, entre les groupes avantagés et désavantagés au sein des nations. OK. Donc là, c'est assez intéressant du coup, c'est de se dire, bah, en fait, globalement, on a tendance à considérer qu'il y a un peu à la fois ces 2 problématiques qui rentrent en jeu, mais par contre, bah, en fonction de si on habite enfin si on est un groupe avantagé ou désavantagé, et bien, on a plutôt tendance à, considérer que certaines choses sont plus importantes que d'autres, quoi. Hem, donc par exemple, au sein des États-Unis, par exemple, les minorités raciales et ethniques ainsi que les Américains ayant les moins de revenus ont tendance à montrer de plus grandes conscience, vis-à-vis des facteurs sociaux qui exacerbent les nuisances environnementales, comme par exemple la pauvreté et le racisme, en comparaison des, Américains blancs et des Américains plus, riches. Hem, OK. Heu, ah oui et du coup, ces différentes compréhensions des, mécanismes sociaux de la vulnérabilité pourraient expliquer, en partie en tout cas, pourquoi les politiques climatiques qui recherchent à réduire les inégalités pourraient ne pas raisonner de manière équitable en fonction des groupes sociaux. Parce que oui, du coup, par exemple, pour les, Afro-américains ou, les, populations hispaniques ou asiatiques qui habitent, aux États-Unis qui du coup, bah, comprennent un peu mieux les mécanismes sociaux qui rentrent en jeu dans la notion de vulnérabilité parce que, bah, elles sont elles-mêmes vulnérables à cause de leur origine sociale et bien, ces groupes-là pourraient probablement, j'imagine, hem, enfin, plus facilement en tout cas, heu, aller vers des politiques climatiques qui du coup réduisent les inégalités sociales. En tout cas qu'ils souhaitent réduire ces inégalités sociales-là. Alors que du coup les Américains blancs, les Américains caucasiens, qui du coup sont dans le groupe le plus dominant dans tous les sens du terme, bah, ils s'en fichent un peu parce que eux mêmes n'ont pas, ne souffrent pas d'inégalités sociales, quoi. Donc voilà. Hem En même temps, la reconnaissance des risques climatiques pourrait, ne pas toujours promouvoir les comportements de résilience climatique, même parmi les populations qui sont hautement vulnérables. Par exemple, bien que les, smallholders, les petits exploitants, de fermes au Kenya montrent une forte conscience de la menace que pose le changement climatique pour leur, quotidien et pour leur, oui, pour leur quotidien. Les inquiétudes climatiques sont, en fait, un prédicteur qui est relativement faible pour, en fait, qu'ils adoptent des stratégies d'adaptation au changement climatique. À l'inverse, les inquiétudes à propos de, la sécurité alimentaire et financière sont des, prédicteurs qui sont plus fortes des prédicteurs plus forts pour justement ce type de comportement, là.
et donc comprendre quels facteurs motivent les gens à adopter des pratiques qui vont les préparer au changement climatique, et bien, du coup, reste un axe, critique pour les, futures, recherches. C'est assez intéressant ça, justement de se dire: «OK, pourquoi est-ce que, certains groupes sociaux, certaines personnes ne suivent pas forcément de recommandations ou en tout cas à minima ne enfin oui, pourquoi est-ce qu'on se comporte de cette manière-là et dans tel contexte ou ce genre de truc?» Et c'est assez intéressant aussi cette notion de se dire que, bah, du coup, en fonction du pays, c'est pas la même chose, et ça, c'est très lié à cette notion de généralisation des résultats, heu notamment le fait que, bah, pour reprendre du coup l'exemple de l'Afrique là avec le Kenya, heu, c'est, enfin la recherche en psycho, elle se fait principalement en Europe et aux États-Unis, enfin en tout cas en Amérique du Nord, qui sont des pays qui sont, extrêmement riches et où les inquiétudes sont pas forcément les mêmes qu'en Afrique quoi, par exemple. Donc là-dessus, ça peut être, enfin du coup, faire des études uniquement dans nos contextes, occidentaux, c'est pas forcément une bonne chose, quoi. Donc ouais. Hem, donc les barrières structurelles et les barrières, liées à la psychologie sociale pourraient également empêcher l'accès ou diminuer l'accès, heu, des, groupes désavantagés à la prise de décision, enfin aux décideurs politiques. Bien que les gens de couleur sont, disproportionnellement affectés par le changement climatique et ont, hem, stake, oui, enfin, les solutions climatiques, sont un enjeu qui est disproportionné du coup pour, ces personnes-là, parce que, bah, du coup, elles sont, le plus affectées. Eh bien, ces personnes-là ont traditionnellement été exclues des prises de décision qui pourraient du coup réduire ces inégalités. Ouais, bah, oui, ça c'est, le truc, hyper classique, de, de l'inclusivité chez nos décideurs politiques, qui fait que, bah, du coup, du coup, les voix des groupes sociaux qui sont, désavantagés ne sont pas écoutées. Ou en tout cas beaucoup moins, que, ce que ne ça pourrait être, le cas si jamais, eh bien, ces groupes sociaux étaient représentés, à l'assemblée ou que sais-je, quoi. Donc ouais. Un ensemble de processus qui pourraient contribuer à ces disparités sont les stéréotypes, pardon, à propos, des groupes qui sont, concernés par l'environnement. Malgré le fait d'indiquer des hauts niveaux d'inquiétude à propos du changement climatique dans les enquêtes nationales, les Américains, ayant de faibles de revenus ou, de minorités sont, perçus et mal perçus comme étant moins concernés que les Américains, caucasiens par une grande partie du public américain. C'est oui, ça enfin, ouais, ça c'est souvent un truc qui est enfin, la perception que l'on se fait de groupes sociaux auxquels on n'appartient pas est très souvent biaisée parce qu'on a rarement quand même la possibilité d'échanger et d'être en contact avec ces groupes-là. C'est un truc qui est assez souvent mis en avant avec évidemment la polarisation affective et le fait qu'on, enfin, oui, le fait on ne discute pas avec des groupes sociaux qui ont des opinions différentes des nôtres et justement une des possibilités, enfin pour réduire un peu cette, haine que l'on peut recevoir, enfin ressentir plus évidemment, oh là là, c'est la fatigue ça. Et pour justement réduire cette haine que l'on ressent vis-à-vis des gens qui n'ont pas les mêmes opinions politiques que nous, donc ça c'est la polarisation affective. Une des solutions qui est proposée, c'est de, créer
fait, des sortes de groupes de discussion quoi, en fait, où, bah, en fait, on discute à propos un peu de tout et de rien quoi. Hem, Avec comme objectif in fine de mieux comprendre, la personne en face de nous qui a des opinions différentes, des nôtres et du coup, en fait, enfin, c'est des trucs qui fonctionnent hyper bien pour réduire, enfin alors hyper bien, ça fonctionne bien, mais c'est pas non plus la solution, mais, ça fonctionne très bien pour réduire la polarisation et la haine que l'on peut recevoir vis-à-vis de, mmh, de groupes, de groupes sociaux qui, ont des gens en tout cas qui ont des opinions non politiques opposées aux nôtres et une des explications à ça, c'est que, bah, en fait, on a une meilleure capacité de prendre la perspective d'autrui, quoi. On comprend mieux pourquoi est-ce que cette personne-là, pense ça, quoi. Donc ouais. Et là, finalement, c'est un peu la même chose, quoi, donc ouais. Hem, oui, donc voilà, la ségrégation, le racisme systémique pourrait également, hem, engendrer des biais dans la prise de décision qui pourraient du coup, et bien, plus tard exacerber les inégalités dans, hem, la nuisance environnementale, hein, donc ouais. Hem, je vais un peu vite, hein, parce que là on est un peu sur un aspect de recherche où en fait c'est des études préliminaires qui du coup proposent des trucs donc on n'est pas sûr mais du coup, hem, en fait ouais, ils mettent un peu en avant des études, qui n'ont pas forcément été répliquées et tout donc du coup, c'est à prendre avec des pincettes et du coup ils mettent en avant le fait qu'on a besoin de plus de recherche quoi. OK, bon leur conclusion est évidemment très petite, hein, mais ils disent que globalement, mieux comprendre en fait comment est-ce qu'on perçoit les inégalités liées au climat et leurs causes, c'est un truc qui est central, parce que bah, du coup, ces perceptions-là vont influencer la manière dont on va soutenir des politiques publiques. Hem, et puis également, du coup, oui, guider les priorités des décideurs. Et puis, du coup, la recherche en psycho qui explique un peu du coup pourquoi, enfin c'est différent en fait, ces différentes, enfin plutôt la recherche en psycho qui met en avant ces différents facteurs-là. Hem, c'est un truc qui peut être vachement intéressant pour, aider la mise en place de potentiellement, comment dire? Communication ou ce genre de truc quoi. Et puis évidemment, et là c'est purement un aspect très, recherche, c'est que, bah, ça peut aider, à créer de meilleures approches, interdisciplinaires pour, mieux comprendre la justice climatique, de manière générale, donc voilà. Moi c'est un article, je pense pas qu'il allait être aussi court, mais c'est pas plus mal parce que je suis un peu fatigué. Donc ouais, hem, en fait, ils ont beaucoup de références. Enfin, la liste des références est très, très longue et c'est un truc que j'avais vu, c'est trop bien. À chaque fois, ils expliquent un peu l'étude, ils la résument extrêmement rapidement, ce qui est une très bonne chose, je trouve. Hem, en fait, c'est hyper in je vais pas vous mentir, c'est hyper intéressant, à titre personnel, du coup, pour un peu, trouver, des études assez intéressantes, donc ouais. Hem Bon, moi, je pense pas que ça allait être, du coup, aussi, ouais, court, ça fait quoi? Ça fait, moins de 2 heures qu'on est dessus. Ouais, c'est pas plus mal, hein, mais ouais. Hem, Bah, écoutez, du coup, ça aura été,
bien sympa comme live, peut-être je vais cacher ceci. Hem, ça se voit pas du tout, donc je suis crevé. Hem, on est quel jour? Vendredi? Ouh là là là, c'est le live du vendredi. D'habitude on fait ça le jeudi, mais hem, ouais, ça aurait été bien cool, c'est assez intéressant de remettre un peu en perspective un peu toutes ces, enfin, comment la recherche en psycho pourrait être utilisée pour comprendre des phénomènes un peu sociaux de ce jour-là. Bon alors là, même si on est clairement sur des études, très récentes, hein, donc on est loin de bien comprendre le phénomène et tout, mais ça reste quand même assez important, je pense. Donc c'est cool du coup de lire un peu ensemble, donc voilà. Moi du coup ce que je vous propose c'est, bah, évidemment, vous l'aurez compris, de mettre fin à ce live, mais du coup demain on aura, la suite de l'aventure sur, Cities Skylines, donc on va continuer à construire notre petite ville ensemble. Et puis, bah, sinon on se retrouve le lundi pour la revue de presse, psychologique. Hem et puis voilà. Hem, c'est déjà pas mal je crois. Donc voilà. Je vous souhaite du coup, bah, une excellente, soirée. Moi je vais pas tarder à aller me coucher je pense, en me connaissant. Enfin non, me connaissant je vais aller me coucher un peu tard, mais un peu plus tôt que d'habitude quand même. Hem et puis, bah, du coup, je vous souhaite, voilà, une excellente soirée, puis on se retrouve, un excellent week-end et puis on se retrouve, demain pour l'aventure sur Cities Skylines. Bye bye, bonne soirée. Hop, 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 attendez, faut que j'ai cliqué sur le bouton arrêter le stream quand même. Hop. Allez, bye bye.